Je vous le disais dans le journal, les examens ont été annulés ou reportés à Lyon et à Rennes cette semaine. Et hier, le président de l'université de Nice a menacé de mort assez clairement un manifestant contre la réforme ORE. C'est un mouvement dans les universités qui commence à dater, on va le dire, mais pourtant il n'est pas né dès le vote de la réforme. Et nous en parlons avec notre invitée Cécile, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc étudiante à l'INALCO, mobilisée contre la réforme de l'université, la réforme ORE, dite réforme Vidal par certains. On va pas sortir tous les noms parce que sinon on va déjà y passer l'émission. À mes côtés pour vous interroger, Ryoma Takeuchi, rebonsoir. Rebonsoir, donc aujourd'hui c'est moi l'inquisiteur, non pardon l'examinateur. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, mais peut-être que je suis bête, pourquoi est-ce que vous êtes mobilisé contre cette réforme ? Alors moi en fait j'ai d'abord commencé par me mobiliser contre la réforme avec la SNCF à vrai dire, avant le plan étudiant. Et en fait j'ai été choquée de voir le traitement qui a été fait dans les principaux médias des cheminots. Et j'ai commencé du coup à me renseigner un peu plus. Et du coup j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur ce qui se passait dans l'actualité. Et là j'ai vraiment eu des camarades en fait qui m'ont renseigné sur cette loi ORE dont je ne connaissais quasiment rien de base. Et je me suis rendu compte en fait qu'elle créait entre autres une sélection sociale et qu'elle ne résolvait pas les problèmes initiaux qui est principalement avec le manque de budget à l'université. Et donc du coup j'ai commencé à me mobiliser plus contre cette loi. Mais je parle pas de vous personnellement, je parle plutôt globalement. Non mais pas de l'INALCO, mais le mouvement en général. Pourquoi ce mouvement contre cette loi ? Et accessoirement pourquoi aussi tard ? Puisque la réforme, on l'a dit, elle a été votée en novembre, si j'ai bonne mémoire, Ryoma. Oui, c'est ça. Il y a eu un décalage en fait entre le moment où les choses ont été un petit peu avancées, les syndicats étudiants avaient en fait peut-être pris un peu le temps de préparer le coup, et il y a sans doute un programme, disons un emploi du temps étudiant. En fait, c'est surtout qu'il y a eu un problème avec la CNE, donc la Coordination Nationale Étudiante, qui a voté en fait de commencer à se mobiliser assez tard. Et il y a eu tout un mois en fait, durant lequel il n'y a eu aucune mobilisation étudiante à cause des décisions de la CNE en fait. Et du coup le mouvement est parti assez tard au niveau des étudiants. Et il y a aussi des ébauches de mouvements lycéens, mais ils se sont calmés assez vite en fait. Et là ils commencent à reprendre. Mais bon. Oui d'ailleurs on les entend pas du tout les lycéens. Et bien, là ça commence, il y a quelques occupations de lycée. Des occupations, oui. Carrément. Oui, il y a eu une occupation notamment qui a duré 4 heures la semaine dernière. Pendant les épreuves du bac, là, quand même, c'est grave. Enfin, il y a les épreuves de langue du bac qui arrivent. Qui ont déjà commencé, qui ont déjà commencé les épreuves orales du bac. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver avec des centres examen national du baccalauréat bloqués ? Alors, peut-être, mais à mon avis, ça va dépendre déjà des résultats du 22 mai. Des résultats de Parcoursup, de voir s'il y a énormément de personnes qui sont complètement recalées ou si les lycéens décident d'attendre les résultats de juillet, étant donné que le gouvernement a dit que quand même que seulement 2/3 des lycéens auraient leurs résultats en juillet, donc ce qui laisse quand même 1/3 des lycéens qui vont passer leurs grandes vacances en attente de leurs résultats. Et donc du coup ça va peut-être dépendre de eux. Nous, on continue de tracter dans les lycées, de les renseigner parce qu'ils ne sont pas très au courant en fait, de ce qui se passe. Et beaucoup en fait, espèrent que ça va bien se passer, mais on ne sait pas trop du coup ce que va donner Parcoursup le 22. En fait. Pardon, je reviens sur le blocage des lycées parce qu'au moment des épreuves du bac, ça me paraît assez dingue. Il y en a très peu, hein, mais oui, il y en a très même. peu, mais il y en a. C'est ça ce qui pourrait déranger. Si jamais des épreuves du bac sont bloquées, qu'est-ce qui se passe ? Ça, faut demander au gouvernement, je pense. Non mais qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, autant des oraux, ça peut plus ou moins être reporté, mais les épreuves écrites, c'est impossible. Mais après, on voit qu'il y a certains cas chaque année où il y a des problèmes avec des sujets, et à chaque fois, les épreuves sont reportées pour certains lycées. C'est pas des sujets, c'est des personnes. Non, mais ce sera des cas assez isolés, je pense, s'il y a des blocages pendant les épreuves du bac. Ce ne sera pas un blocage général, je pense. Ouais.
On revient sur la réforme ORE et sur le fond de l'affaire, j'ai envie de dire, du dossier, comme vous voudrez. Quel est pour vous le point le plus mauvais de cette réforme ? Pour moi, le point le plus mauvais, c'est qu'elle ne résout pas le problème, en fait. C'est le problème du manque de moyens. Cette réforme, elle ne donne pas plus d'argent pour créer des nouvelles places à la fac. Et du coup, on aura beau faire de la sélection, même si c'est de la sélection au mérite, bien il y aura quand même des lycéens qui seront laissés sur le carreau et qui n'auront pas de place, que ce soit à l'université ou en BTS ou autre. Donc, c'est là que vient ma première question. Est-ce que la saturation des universités est une réalité ou est-ce que c'est une excuse pour faire passer ce texte, selon vous ? Alors, selon moi, il y a des filières qui sont effectivement saturées, notamment avec médecine ou d'autres, mais à vrai dire, le tirage au sort qu'il y avait eu l'année dernière, ça ne concernait que moins d'1%. Oh, pas que l'an dernier. Hein. Oui, pas que l'an dernier, mais donc il y avait donc du tirage au sort, mais elle ne concernait qu'une partie minime des bacheliers. Donc, du coup, cette saturation, je pense que... le gouvernement l'utilise un peu comme prétexte, du coup, pour faire passer leur loi. Et donc, ce qu'on appelle l'inflation des diplômes, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux ou est-ce que c'est un effet de communication ? Qu'est-ce que vous appelez, du coup, inflation des... L'inflation des diplômes, c'est l'idée selon laquelle un diplôme vaut beaucoup moins quand le nombre d'élèves qui l'obtient augmente. C'est-à-dire, en général, en fait, dans les facs publiques, d'une manière générale, plus les étudiants sont, plus le nombre d'étudiants augmente et moins le fait d'être étudiant dans le supérieur a de la valeur. Est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que il faut absolument que le temps d'études qui est accordé aux jeunes entre 18 et 25 ans, je donne c'est un indicatif. En gros, ouais. Voilà, est-ce que les jeunes entre 18 et 25 ans doivent avoir le plus possible accès aux études ou est-ce que peut-être que d'autres filières, pas forcément universitaires, pourraient contenir ce nombre de personnes qui demandent des formations comme l'avance le gouvernement ? Eh bien, alors déjà, moi je pense que si les étudiants veulent étudier plus longtemps, avoir plus de diplômes, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose d'avoir plus de savoir. Après, ça dépend aussi du marché du travail. S'il y a beaucoup d'emplois pour une certaine filière, eh bien s'il y a beaucoup d'étudiants dans cette filière, tant mieux parce qu'ils auront un emploi plus tard. Après, le gouvernement veut notamment ouvrir des places en BTS ou donc d'autres formations que l'université, qui sont aussi demandées et qui sont aussi un peu surchargées. Et c'est une bonne chose, mais malheureusement, on ne voit pas les moyens venir, on ne voit pas les places être créées. Donc, en soi, il faudrait le faire, mais c'est pas fait. Et quels sont les secteurs du marché du travail, justement, pour lesquels les problèmes se posent ? Bien, je pense qu'on le voit au niveau du secteur hospitalier, où il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup de places. Et pourtant, il y a une demande au niveau national de plus de médecins, plus d'infirmiers. Mais il y a aussi un manque de moyens dans les hôpitaux, entre autres. Et donc, du coup, on n'engage pas plus de personnes, alors que plus de personnes voudraient travailler dans ce secteur et qu'on en a besoin. Donc, c'est un peu le secteur phare, je dirais. Ça rappelle un peu l'affaire Naomi Musenga, qui est quelque part révélateur à votre sens ? Oui, ou encore on peut voir qu'il y a un service de cardiologie, j'ai oublié l'endroit, qui vient d'annoncer qu'il allait être fermé. C'est un peu dommage parce qu'en soi... les urgences de nuit de Clamcy et tout ça, on peut accumuler il y a des personnes qui meurent dans les salles d'attente. Oui, et puis il y a aussi un problème dans les EHPAD, etc. Oui. Voilà. Sur la question de la santé, on s'éloigne quand même du sujet. On ne s'éloigne pas du sujet parce qu'il y a aussi un deuxième sujet, c'est la sécurité sociale. Il y a une réforme de la sécurité sociale. C'est pas la réforme ORE. C'est ce que je veux dire. En tout cas, la réforme ORE propose aussi de réformer la sécurité sociale des étudiants, il me semble. Je suis pas sûre. L'alignement sur le régime général. Ah oui. Voilà, est-ce que de ce côté-là, est-ce que ce point de la réforme est contestable ? Alors, malheureusement, je ne m'y connais pas assez sur ce point pour en parler. Donc, désolée, je ne peux pas répondre à votre question. Joker, passez à la suivante. Très bien, la question suivante, ça concerne les lycéens, donc. Il y a une réforme du baccalauréat, une énième réforme du bac. Quels en sont les tenants et les aboutissants ?
Et c'est un peu de faire le bac à la carte, en fait. Donc avec selon l'orientation, selon le projet que l'on veut, que l'on veut poursuivre, d'avoir les cours qui correspondent. Et ça, en fait, c'est un peu problématique parce que quand on a 15 ou 16 ans qu'on commence le lycée, on ne sait pas forcément quel avenir on veut. Moi, personnellement, j'ai su il y a 4 ans quel métier je voulais faire. Donc, j'ai 24 ans actuellement, donc à 20 ans. Et il y a encore beaucoup de gens qui entrent à l'université sans connaître quel métier ils veulent faire plus tard. Donc, de demander aux lycéens de choisir dès 15 ans, dès 16 ans, même dès 17 ans ou même 18 ans, de quel projet ils ont, de vraiment décider et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Quelqu'un peut choisir du coup de suivre plus des études littéraires et se rendre compte au final que ça ne lui plaît pas, de vouloir complètement changer. Et donc cette réforme, elle va supprimer le droit à l'erreur des lycéens et le droit de pouvoir changer complètement d'avenir. Donc pour vous, c'est un tout ? Réforme ORE, réforme du bac, ça va ensemble ? Pour moi, oui, ça va ensemble. Mais à vrai dire, toutes les réformes sociales du gouvernement actuel, elles vont ensemble car elles sont un peu liées. Et de toute manière, elles nous touchent tous, que ce soit ce qui se passe avec les hospitaliers ou les cheminots. Tout ce qui touche le service public touche le public et nous touche donc. On est un peu sceptique. Non, pas sceptique. Je réfléchis, je suis pas bien réveillé. Et pourtant, il est 18h. Pour rester dans les questions d'ordre généraliste, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un seul point qui serait positif dans cette réforme, par exemple ? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait défendre, qui pourrait faire comprendre au gouvernement que tout n'a pas été raté, mais qui a pas mal de choses à faire de mieux ? Dure question, faut y réfléchir un peu. Peut-être qu'ils montrent quand même qu'ils ont une volonté de faire changer les choses. Et en soi, de vouloir réformer le système, c'est une bonne chose en soi. Mais après, étant donné qu'ils ne prennent pas vraiment le temps de repenser un peu leurs réformes, ou qu'ils n'écoutent pas les gens autour d'eux qui disent qu'il y a des problèmes, du coup, ça met un peu un côté négatif à ça. Mais le fait qu'ils veulent réformer, c'est déjà bien. Oui. Vous disiez au début de notre entretien que le problème, c'était le manque d'argent. Oui. Que donc cette réforme n'y répondait absolument pas, ça je pense qu'on l'a à peu près compris. Mais en mettant de l'argent dans l'université, qu'est-ce qu'on fait ? On peut déjà construire des nouvelles universités, notamment à Paris où il y a énormément de demandes. On pourrait faire une nouvelle université en banlieue, il y a de la place. Donc déjà créer... Ou en banlieue, il y a de la place en banlieue. Ah. Il y a de la place pour de la construction en banlieue ? Oui. Oui, mais après, pas forcément en banlieue proche, mais on voit à Créteil, il y a eu toute une université de créer, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été faits. C'est pas forcément la meilleure université, mais c'est aussi, déjà de titulariser beaucoup de professeurs, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont pas titulaires. Moi, je le vois dans mon département à l'INALCO, sur une quarantaine de professeurs, la moitié ne sont pas titulaires. Bon, après, du coup... si ce n'est plus. Oui. Il me semble que c'est 20 sur 42. Mais après, dans ces professeurs, il y a des professeurs étrangers qui ne restent que pour 2 ou 3 ans. Donc on peut comprendre qu'ils ne soient pas titularisés. Mais les autres, et encore l'INALCO, c'est un cas assez particulier. Mais donc on pourrait titulariser plus de professeurs. Ou on voit là qu'actuellement, sur Paris, ils louent des espaces pour faire passer les examens. Alors à la place de les louer pour faire passer des examens, pourquoi ne pas louer d'autres bâtiments pour tenir des cours dedans ? Il y a quelques années, par exemple, la Sorbonne avait loué des cinémas pour donner des cours à des masters. Donc, c'est une idée comme ça. Le cinéma, c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir un cours parce qu'on n'a pas de table ou ce genre de choses. Mais il y a des moyens. Donc, ils peuvent louer des bâtiments en attendant qu'il y ait des nouvelles universités construites. Ils peuvent engager plus de professeurs, ouvrir plus de places en doctorat. Et à partir du moment où il y a plus de professeurs et plus de bâtiments, on peut faire entrer plus d'étudiants. Il faudrait combien ? Beaucoup. Mais en même temps, pas tellement que ça. Mais si on prend, par exemple, je vais dire un chiffre un peu en l'air, mais à mon avis, rien que 5 milliards, ce serait déjà beaucoup pour construire des bâtiments et engager de nouveaux professeurs. 5 milliards, c'est énorme quand même. Hein. Quand on voit le budget de l'armée, pas tellement que ça. Vous diriez, est-ce que vous demanderiez, là, supposons que je me transforme en Emmanuel Macron, vous demanderiez que le budget de l'armée soit alloué entièrement à l'enseignement supérieur ? Non, pas entièrement. Moi, à vrai dire... En tout cas, que de l'argent du budget de l'armée soit retransféré. C'est une piste.
C'est une piste. On voit le budget de l'armée pour entre 2019 et 2025, c'est quasiment 300 milliards. Donc, ce qui est vraiment énorme. Si on enlève 5 milliards sur ces 300 milliards, ça va pas faire une énorme différence, je pense. Mais après, moi, personnellement, vraiment, je suis pacifiste, je suis complètement pour la suppression de l'armée, donc faut pas forcément me poser ces questions à moi. C'est complètement un autre sujet, et j'ai peut-être un point de vue trop biaisé pour répondre à ce genre de questions sur l'armée. C'est pour ça que je l'ai posé. Mais en tout cas, il y a des pistes. Emmanuel Macron nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais en fait, quand on regarde les budgets, il y en a, c'est juste qu'il y a des choix qui sont faits et que le gouvernement préfère mettre cet argent, entre autres, dans l'armée, ou encore réduire l'impôt sur la fortune, enlever l'exit tax, ou encore diminuer le prix du permis de chasse. Enfin, il y a des décisions qui sont faites et qui pourraient être faites dans un autre sens. C'est d'ailleurs pour ça que je vais pouvoir rebondir, parce qu'on a très régulièrement les reproches qui sont adressés au gouvernement actuel, c'est celui de favoriser les riches, d'où la fameuse expression que plus personne, que tout le monde se partage, pour ne faire de la publicité à aucun parti. Et c'est vrai que la mobilisation pour le coup, fait un rapprochement peut-être heureux ou malheureux avec mai 68. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous poser quelques questions. Parce que on a l'impression que cette mobilisation, donc 50 ans après les mouvements étudiants du siècle dernier, on est dans une configuration un peu différente. On a toujours ces confrontations avec l'extrême droite. Alors déjà, est-ce que cette confrontation avec les tendances sécuritaires est quelque chose de palpable ? Est-ce que c'est quelque chose qui électrise un petit peu la mobilisation, ou est-ce que c'est résiduel et quand ça arrive, les étudiants sont un peu désemparés ? Peut-être c'est ça qui fait qu'on en parle autant ? Alors, au niveau de la confrontation avec l'extrême droite, on le voit dans les différentes attaques qu'il y a eu sur les universités lorsqu'elles étaient bloquées, où des groupes d'associations d'extrême droite sont venus attaquer les occupants. Donc, en soi, le problème avec l'extrême droite, on le voit... Montpellier, par exemple. Oui, Montpellier, par exemple, oui. Mais même sur Paris, il y a eu des attaques. C'est pour ça que j'ai dit par exemple. Donc, il y a de la confrontation, mais moi, j'estime que c'est quand même assez minoritaire. C'est de temps en temps, on le voit, mais c'est pas continu en tout cas. Il n'y a pas, disons, il n'y a pas de sentiment de prise de risque particulier quand les gens se mobilisent. Vous avez l'impression d'être légitime, en tout cas vous n'avez pas l'impression que l'université, adopte un comportement qui met les étudiants en danger ouvertement. Mais alors après, ça c'est un peu, à l'INALCO non, mais dans d'autres universités, un peu quand les universités font intervenir la police dans les universités pour débloquer, et que là, il y a vraiment énormément de violence, là, l'université met en danger les étudiants, oui. Mais la violence vient plus de la police que de l'extrême droite, je trouve. Sauf que la police est tout à fait légitime à intervenir. Oui, la police est légitime, mais il y a des exemples de police qui a intervenu dans des universités, notamment je pense à Saint-Charles, où ça s'est très bien passé, où vraiment il n'y a pas eu de violence du tout, ça a été très calme. Et puis après, on a d'autres témoignages où la police a donné des coups de matraque ou plus, sans vraiment raison. Où on a eu par exemple l'exemple du 1er mai, où la police a attaqué un professeur de l'EHESS, il me semble, sans raison, et ils se sont acharnés sur lui en disant qu'il allait payer pour les étudiants. On a des exemples très violents de la police, ou même en manifestation, avec notamment le 1er mai, qui a été vraiment extrêmement mal géré, et à mon avis mal géré exprès, et où la police a été extrêmement violente avec notamment les étudiants. Alors pour prolonger de la question de Rioma, je voudrais juste en poser toute petite. Après, je vous redonne la parole. En parlant de mai 68, est-ce que vous inscrivez dans l'héritage de mai 68 ? Alors moi, pas particulièrement. Je sais qu'il y en a certains qui là, c'était vraiment un vous pluriel. Hein. Alors, c'est vraiment du cas par cas, je pense. Évidemment, vu que c'est les 50 ans, on pense à mai 68, on voit toutes les commémorations, mais je pense que le combat est vraiment différent, parce que mai 68, c'était plus pour avoir des nouveaux droits, alors que là, nous, c'est vraiment pour défendre les droits qu'on a de base. Donc, je pense que c'est différent, mais que, étant donné que 68, c'est l'une des dernières grandes luttes où il y a eu une victoire générale, même si elle est un peu contestée sur cet point. Le CPE quand même. Oui, mais le CPE, c'était... Comment dire, ça ne concernait pas forcément les cheminots, le secteur hospitalier. Oui. Le CPE, c'était quand même assez particulier, on va dire.
Alors que mai 68, c'était une lutte vraiment généralisée. Et étant donné que c'est un peu la dernière grande victoire d'une lutte généralisée, et évidemment c'est celle à laquelle on pense, c'était celle il y a 50 ans, c'est l'anniversaire, voilà. Et donc ça vous dérange que d'autres personnes dans le mouvement se revendiquent de l'héritage de mai 68, ou certains disent carrément c'est notre mai 68? Non, moi ça ne me dérange pas, ils ont tout à fait le droit. Et en plus, je trouve que c'est une lutte vraiment ouverte où tout le monde vient de bords différents, a des passés différents, des objectifs un peu différents, et pourtant on se bat tous ensemble. Donc que certains se revendiquent de 68, je trouve qu'au contraire c'est bien. Ryoma Takeuchi. Oui, est-ce que l'idée de la convergence des luttes, par exemple, ça vous parle? Oui, complètement, parce que nous, en tout cas, à l'INALCO, on a fait des choses avec des postiers, avec des cheminots. Donc, déjà, on fait des événements ensemble, on fait des manifs ensemble, même si, des fois, on voit que les syndicats nous mettent un peu des bâtons dans les roues en faisant 3 manifestations différentes 3 jours à la suite. Donc, ça pourrait converger un peu plus. Mais en tout cas, il y a vraiment une convergence des luttes parce que tout le monde est solidaire entre nous. On se bat un peu tous les uns pour les autres, même si on a un objectif premier différent, mais l'objectif secondaire est le même, on va dire. J'avais une question toute simple en fait, parce que en tout cas en région parisienne, ce qui marque beaucoup, c'est le blocage de Paris 8. Vous êtes allé à Paris 8 ? Oui. Alors, il y a tout un tas de débats qui sont plus ou moins tendus. Et là où finalement, là où je veux en venir, c'est est-ce que par rapport à mai 68, est-ce que les idées ont évolué ou est-ce qu'elles sont les mêmes? Est-ce que la base idéologique, par exemple en 68, on pense aux situationnistes. Est-ce qu'il y a un courant particulier comme ça, une mouvance intellectuelle qui a l'air de prendre le dessus? Je trouve pas particulièrement, surtout que Paris 8, c'est un cas assez spécial parce qu'ils ont un bâtiment qui est occupé depuis plus longtemps pour accueillir des migrants. Et à Paris 8 aussi, il y a un combat féministe très important. Donc, rien que en Paris 8, déjà, rien que dans cette université, il y a plusieurs courants, déjà de base. Donc, je n'estime pas qu'il y a un courant particulier qui émane de la mobilisation. En tout cas, c'est à part vraiment lutter un peu contre le capital quand même. D'accord, mais donc le marxisme a toujours ses lettres de noblesse. Oui, parce que moi je le vois au niveau du mouvement étudiant, où je vois notamment beaucoup de personnes venant du NPA qui sont mobilisées. Donc en ça, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont du mouvement marxiste qui participent au mouvement, mais je pense que la majorité des étudiants sont comme moi, donc non encartés, pas forcément appartenant à un parti particulier, mais plus de gauche en général. Pardon, Rima. Ça débouche sur ma dernière question, justement, à merveille. Ma question, c'est pour vous, est-ce que le mouvement étudiant existe ? Est-ce qu'il y a dans ce moment de la vie où on est un petit peu entre plusieurs statuts, on a notre carte étudiant, nos heures de cours et des examens à passer à la fin de l'année, et puis parfois un job à côté qui conditionne un peu nos vies, et puis là où on se projette. Parfois, on ne peut pas prétendre à une appartenance sociale sans avoir fini ses études et avoir ce statut particulier, comme celui des cheminots par exemple. Est-ce que pour vous, le statut d'étudiant existe en tant que tel, ou est-ce que le statut d'étudiant est un passage de transition vers cet objectif que chacun a au début de cet objectif que chacun cultive pendant ses études? Alors, je dirais un peu oui et non, parce que comme vous l'avez dit, il y a quand même des étudiants qui travaillent, notamment il me semble que sur Paris c'est 50% ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment une part vraiment très importante des étudiants qui est déjà sur le marché du travail, et ce depuis très longtemps. Donc ils ne sont pas que étudiants. Et même avant même si on a le statut d'étudiant, qu'on est un peu à part du coup, parce que on ne travaille pas forcément, on va en cours comme vous l'avez dit, mais avant d'être étudiant ou même travailleur, on est citoyen et on est touché du coup par ce qui se passe. Et il y a vraiment, pour moi, cette nécessité de faire partie de ce mouvement, qu'on soit étudiant ou pas. Et après, avancer le statut d'étudiant, c'est
c'est bien pour, par exemple, se rassembler parce qu'on va faire un cortège interfac en manif ou on va faire des choses entre étudiants. Mais comme vous l'avez dit un peu aussi avant, il y a du coup cette convergence des luttes et on se mélange. Et au final, du coup, qu'on soit étudiant ou cheminot, il n'y a pas vraiment de différence à part le fait qu'on se bat pour nos droits, en fait, et pour les droits de la personne à côté de nous. Vous disiez que dans le mouvement, vous trouviez surtout des personnes de gauche. En même temps, ça tient quand même un petit peu à la sociologie politique de la zone. Hein. Il faut être un petit peu honnête. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a quand même dans le mouvement des personnes qui seraient d'une tendance plutôt à droite ou peut-être du centre? Alors, il y en a sûrement, mais personnellement, je n'ai jamais rencontré. Ah. Mais après, ils ne le disent pas forcément aussi. C'est pas... Ouais. Quand on va en assemblée générale ou en manifestation, on ne dit pas forcément moi je suis du NPA ou moi je suis En marche. On n'avance pas vraiment son parti politique en premier. On peut évidemment manifester avec des gens de son parti, et on voit notamment des personnes avec des drapeaux, que ce soit Génération ou des autocollants lutte ouvrière. Donc certains revendiquent leur parti. Mais après, il y en a beaucoup d'autres qui ne le font pas. Donc du coup, on ne peut, à part si on va demander à personne de quel parti vous revendiquez-vous, on ne peut pas vraiment savoir s'il y a des gens du centre ou de droite. Vous parlez de manifestations avec d'autres partis, avec des partis éventuellement. Vous pensez qu'il serait bon que les étudiants soient présents à la Marée Humaine samedi prochain ? Eh bien, moi, j'estime qu'il est bon que les étudiants aillent à toutes les manifestations possibles pour vraiment qu'ils montrent qu'ils sont mobilisés contre toutes les réformes. Et on voit par exemple à la CNE qui s'est déroulée les 21 et 22 avril dernier, donc il y a déjà un mois de cela, où on s'était posé la question justement de est-ce qu'on appelle à aller manifester le 5 mai, qui avait été appelé à la France Insoumise. Et la CNE avait voté oui, parce que justement, c'était important, même si on n'est pas de la France Insoumise, d'aller montrer qu'on a envie de manifester. Et il s'est avéré qu'il y a eu un assez important cortège étudiant qui était là et qui ne se revendiquait pas de la France Insoumise quand même. Donc moi j'estime qu'il faut appeler à manifester à toutes les dates possibles. Et donc ça implique de manifester sous bannière étudiante ? Oui, et non pas de bannière de parti. Vous n'avez pas peur d'être noyé ? Aux dernières Sans jeu de mots. Aux dernières manifestations, je pense par exemple à celle du 1er mai, les étudiants ils ont été noyés par les casseurs, Black Box ou autres qui étaient devant. Donc de toute manière, si les grands médias et si le gouvernement veut nous noyer, on sera noyés. Qu'on soit là en tant qu'étudiant ou en tant que parti, je pense. Enfin, pour être repéré, en général, il faut être en tête de cortège quand même. Oui, quand même, mais que vous soyez en tête ou en queue, vous êtes compté, logiquement. Donc vous avez quand même une importance au nombre. Mais vous savez très bien que quand on est en queue de cortège, on est un petit peu zappé. Et ça, c'est un grand classique. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas en tête de cortège, c'est pas vous qu'on entendra en premier, de fait. Oui, c'est pas les premières bannières qu'on voit. Non, mais c'est pas les premières bannières qu'on voit. Mais de toute manière, les seules bannières qu'on voit, c'est les bannières des politiques. De toute manière. C'est qui est-ce qu'on va interviewer au JT, c'est les politiques, ou alors c'est l'UNEF, alors qu'ils sont pas forcément majoritaires de toute manière. Donc, pas du tout même, vous pouvez le dire. Oui. C'est la FAGE qui a gagné les dernières élections. Oui, ou même justement la CNE dont je vous parlais, où l'UNEF a décidé un peu de partir du mouvement. Mais bon, on n'interviewe jamais de toute manière les personnes qui sont majoritaires. Ou on les interviewe, mais après on les passe pas. Mais alors qui est majoritaire ? C'est les étudiants. C'est étonnant, la FAGE est quand même aux côtés du gouvernement, elle soutient la réforme. Oui. Donc a priori, on pourrait quand même se dire que les étudiants sont majoritairement pour. Mais après, ça dépend vraiment aussi de quelle université vous parlez. Par exemple, à l'INALCO, on n'a pas de syndicat étudiant. Donc la majorité n'a pas de parti. Et si vous prenez les 9,5 millions d'étudiants à l'INALCO, ça fait quand même 9,5 millions de personnes sans parti, même si elles ne sont pas... 1000, pardon. Oui. Excusez-moi. Comment dire, je pense que de nos jours, la majorité des étudiants
ne sont pas dans un syndicat ou dans un parti. Ils sont vraiment, enfin, la grande majorité sont plutôt limite apolitiques en fait. C'est une très bonne réponse et c'est surtout un peu voilà, l'impression en tout cas que je voulais entendre de votre part. Après, cette sensation de non-appartenance politique, est-ce qu'elle est dans l'air du temps ou est-ce que c'est tout simplement que maintenant on peut se mobiliser sur une opinion sans avoir de conviction? Alors je pense que c'est un peu des deux. Parce que quand même, avec les dernières élections où on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'abstention, enfin, que ce soit présidentielles ou autres, il y avait beaucoup d'abstention. Et il y avait quand même beaucoup de jeunes, je pense, qui ont voté notamment pour la France Insoumise et qui ont été déçus de cette défaite. D'après des sondages. Et, et du coup, il y a de la déception parmi les jeunes, la jeunesse plutôt de gauche, on va dire, quand elle a vu que le gouvernement de François Hollande n'a pas fait grand-chose pour elle, qu'elle a vu que son candidat préféré n'a pas gagné, à mon avis, il y a de la déception et du coup, ils n'ont pas forcément envie de s'allier ou de se mettre sous la bannière d'un parti politique. Et comme vous l'avez dit aussi, de nos jours, on peut avoir des idées sans être de parti politique et c'est quelque chose de bien, je trouve. Vous aviez une autre question, Eva ? Je crois que c'est tout. Ah, bon, d'accord. Pas de souci. J'ai mauvaise impression de d'accord. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la réforme, sur le fond de la réforme. Vous disiez au début de notre entretien que ça créait une sélection sociale. Oui. Le problème, c'est que c'est pas écrit noir sur blanc dans la loi. Hein. Alors, par quel biais est-ce que cette loi crée de la sélection sociale? C'est pas sélection tout court, c'est sélection sociale. Hein. Alors, je vais prendre un exemple assez particulier d'un professeur qui a témoigné sur Internet récemment, qui a participé donc du coup à la sélection pour son université, et donc il parlait des quotas des boursiers. Ou dans le sens où le gouvernement a dû se dire que c'était très bien qu'il y ait des quotas pour les boursiers parce que ça obligeait les facs à sélectionner des boursiers et donc du coup à faire entrer un peu plus de diversité. Mais ce que ce professeur disait, c'est que du coup, il ne prenait que le quota dans sa fac, il ne prenait pas plus, alors qu'il y avait peut-être des élèves boursiers qui méritaient, si on reprend le terme du mérite, d'entrer à cette université. Et du coup, bon, ces élèves boursiers-là peuvent être mis à l'écart parce qu'ils sont boursiers. Ou par exemple, on voit les lettres de motivation des étudiants, enfin des bacheliers. Alors déjà, dans la plupart des cas, elles ne sont pas lues parce que les professeurs qui sélectionnent n'ont pas le temps, tout simplement. Donc certains futurs bacheliers ont écrit des lettres pour rien. Et ensuite, bon, c'est un exemple assez bête, mais quand on a un père cadre ou chef d'entreprise qui est là pour faire la lettre à sa place, on a plus de chances de ne pas avoir de faute d'orthographe dans son travail que si on a un enfant d'immigré dont les parents ne parlent pas français, ne peuvent pas relire, et à partir du moment où on a des fautes d'orthographe, eh bien on est éliminé. Tout simplement, les professeurs, ils voient des fautes, ils ne prennent pas. Ou on voit aussi l'émergence de compagnies qui sont là en fait pour écrire votre projet professionnel à votre place, où il y a donc ils demandent un certain montant et ils écrivent vos lettres de motivation ou quelque chose, ou le projet professionnel pour vous. Et un adolescent des banlieues ne pourra pas payer ce montant-là, alors que quelqu'un d'un peu plus aisé pourra le faire. Ou encore, il y a des facs, surtout en langue, qui demandent des séjours à l'étranger. Et ça, un futur bachelier qui a des parents avec un salaire assez haut pourra plus facilement les faire qu'un étudiant, un lycéen qui, lui, vit en banlieue. On a beaucoup d'exemples comme ça, au final. Mais pardon, mais ça, ce sont en effet des exemples, mais ce sont des exemples, j'ai envie de dire, presque isolés. Ce sont des cas particuliers, mais ça ne constitue pas la loi. Non, ça ne constitue pas la loi, mais on a la loi et comment elle est utilisée plus tard. Et en soi, la loi ne protège pas. En fait, la loi ne protège pas, du coup, les personnes qui viennent d'un milieu non favorisé. Et c'est aussi le problème de cette loi, c'est qu'elle n'empêche
pas certaines universités de faire cette sélection sociale. Alors, il y en a certaines qui vont sûrement jouer le jeu, Elle n'empêche qui pas va ou elle pas regarder autorise? ça. Mais... Bonne question. Peut-être un peu des deux. Voir est-ce qu'elle incite. Je ne saurais pas le dire. Question suivante. Non, Pardon. Rima, vous aviez une question, je crois. Alors, est-ce que je peux rester dans le philosophique ou il faut rester dans le concret? Vous pouvez rester dans le philosophique, mais en 3 minutes. Bon, l'INALCO, c'est une fac de langue. Oui. Elle est très peu politisée. Est-ce que vous avez un plan d'action? Est-ce que vous espérez que avant les vacances, ou peut-être après les vacances, le mouvement se prolonge? Alors, pour l'INALCO en particulier, la dernière AG et même celle d'avant, on n'était pas très nombreux, même si avant les dernières vacances, on a réussi à faire une AG à 110, ce qui est quand même énorme pour l'INALCO. On peut se dire 110, c'est rien du tout. Alors, mais pour l'INALCO, c'est vraiment énorme. Pardon, en une seconde, je précise pour les auditeurs que l'INALCO a toutes les vacances scolaires. Enfin, chaque vacances scolaires, l'INALCO les a, ce qui n'est pas le cas de toutes les facs. D'accord. Et donc là, le mouvement en général à l'INALCO a baissé, on va dire. Donc nous, le comité de mobilisation, on continue donc de tracter, de parler avec les gens, de faire des interruptions de cours ou d'aller en manif. On fait beaucoup de choses, notamment avec Paris Diderot qui est à 100 mètres de nous, donc on se joint aussi un peu. Surtout que chez eux aussi, la mobilisation n'est pas très haute, donc du coup, ça fait des choses où on a le même nombre en AG qu'eux, alors qu'ils sont beaucoup plus d'étudiants que nous. Et donc, du coup, on fait des choses avec eux. Mais c'est sûr que là, nous, vu que là, l'INALCO entre dans sa période de partiel, on n'espère pas faire grand-chose à l'INALCO en elle-même. Donc, du coup, on a décidé plus de se concentrer sur le tractage devant les lycées et d'aller parler aux lycéens directement et de continuer, bien sûr, à aller en manif. D'accord. Et pour prolonger la question de Ryoma, vous pensez, à défaut d'avoir un mouvement de l'INALCO, de la fac, au moins vous personnellement continuer cette lutte pendant les vacances, enfin pendant les partiels, au-delà, pendant les vacances, au-delà des vacances? Alors moi, mon cas est un peu particulier parce que je suis en 2e année de master et que je suis en recherche, donc je n'ai pas de partiel. J'ai juste, entre guillemets, un gros mémoire à rendre et j'ai jusqu'à novembre. Donc, on va dire que moi, personnellement, j'ai le temps de continuer la lutte. C'est pas le cas pour tous les étudiants mobilisés de l'INALCO. En tout cas, il y en a certains qui sont partiels et qui, du coup, doivent passer moins de temps à tracter et plus de temps à réviser, c'est sûr. Mais en tout cas, oui, moi, personnellement, j'ai la volonté de continuer jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Eh bien, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci Cécile d'être venue dans la question de la semaine. Je précise que si je donne pas votre nom de famille, c'est parce que vous voulez pas qu'on le donne. Bah oui, voilà, c'est comme ça. Merci de nous avoir écoutés. Il est 19h sur LVE. La semaine prochaine, LVE Weekend revient, mais la question de la semaine, elle, revient dans 2 semaines. D'ici là, je vous dis de bien portez-vous bien. On se retrouve à 18h dimanche prochain. Et puis, je peux pas m'en empêcher, mais vu la sortie qu'il y aura au cinéma mercredi prochain, que la force soit avec vous. Allez, au revoir.